Bonjour, bienvenue au Contrepoint de la santé. Pour ce premier débat de l'année 2021 des Contrepoints de la santé, nous nous devions de le consacrer à l'aggravation très préoccupante de la pandémie Covid-19. Notre invité est le professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique Covid-19. Bonjour Jean-François Delfraissy. Alors que l'arrivée de vaccins très efficaces et bien tolérés laissait entrevoir une sortie de crise, la survenue de nouveaux variants inquiète à nouveau et oblige à reconsidérer la stratégie. Stratégie qui revient en quelque sorte à une course contre la montre entre le vaccin et les variants. Comment s'en sortir? Est-ce une histoire sans fin? Couvre-feu, confinement, vaccin, école, université? Les recommandations du conseil scientifique divergent pour certaines quelque peu des décisions prises par les pouvoirs publics. Vous nous expliquerez. Un an après la mobilisation générale décrétée par la Chine, quels enseignements peut-on tirer des deux premières vagues et quelles perspectives peut-on tracer tant pour l'ensemble de la population que pour les professionnels de santé? Avec Pascal Morel, Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Ratel, nous vous proposons ce débat sur la chaîne YouTube des Contrepoints de la santé avant de nous retrouver physiquement. Ce débat a été enregistré dans les conditions du direct ce mardi 19 janvier dans la matinée. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Pascal Morel, première question sur la situation actuelle. Alors d'abord, bonne année. Et puis, qu'est-ce qu'on doit se dire, Jean-François Delfraissy? Évidemment, bonne santé. Je dirais peut-être, comme dirait Philippe Leduc, bon moral. Est-ce que les Français peuvent avoir une bonne santé en 2021 d'abord, et puis un bon moral, peut-être une santé économique également plus favorable? Quelle est la situation aujourd'hui, Jean-François Delfraissy? Non, mais on va se souhaiter bonne année pour les médecins et l'ensemble des professionnels. C'est une situation difficile là, actuellement, mais contrairement à l'image que je donne, hein, je sais que je suis considéré comme le pessimiste qui annonce en permanence de mauvaises nouvelles. En fait, je suis assez réaliste surtout. Je pense que c'est une année clé parce que c'est quand même l'arrivée du vaccin. Et c'est avec le vaccin qu'on va se sortir de cette pandémie. Donc je suis optimiste, pas à court terme. On va avoir 3 mois très difficiles. Mais je suis optimiste pour la fin de l'année, l'automne. Pour être franc, Jean-François Delfraissy, j'ai l'impression, on y reviendra, que finalement, Jean-François Delfraissy lui-même, himself, vous ne vous êtes pas tellement trompé. Donc quand vous nous dites ça, c'est un peu angoissant. Et je voulais vous interroger également sur ce qu'a dit, puisque nous sommes en période de couvre-feu, le Premier ministre, dans sa conférence de presse la semaine dernière, a dit que le couvre-feu, ça fonctionnait, que ça marchait. Or, on a eu un peu l'impression que vous étiez effectivement un peu moins optimiste. Alors, d'abord la situation actuelle, hein, peut-être, puis ensuite, est-ce que le couvre-feu est une des solutions, est-ce qu'il y en avait d'autres, et est-ce qu'il en reste d'autres? La solution actuelle, on est dans une sorte de paradoxe où on a depuis maintenant plus d'un mois des chiffres en France qui sont stables, s'aggravant doucement. Alors, quels sont ces chiffres? C'est d'une part le nombre de nouvelles contaminations journalières. Deuxièmement, c'est la stabilisation ou l'entrée en hospitalisation et en réanimation qui augmente, mais qui augmente légèrement. On a maintenant passé la phase, je dirais, secondaire aux fêtes de Noël ou aux fêtes du 31 décembre. Et finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Moi, je remercie les Français, d'ailleurs, en particulier pour les fêtes de Noël, les Français qui sont beaucoup plus conscients, qu'on veut bien le dire, hein, et grâce à vous, les médecins, hein, c'est important, mais qui ont conscience des enjeux et qui ont pris des précautions pour voir les plus anciens au moment des fêtes de Noël. Il n'y a pas eu d'explosion? Il n'y a pas eu d'explosion. Donc, on a une petite augmentation liée probablement au 31 décembre, mais il n'y a pas eu d'explosion. Mais par contre, alors donc, cette situation, je dirais, un peu instable, est-ce qu'on peut la tenir sur le long terme? La réponse est non, on ne pourra pas la tenir. Ça va à un moment donné déraper. Ça va déraper, pourquoi? Ça va déraper parce qu'on a l'arrivée des nouveaux variants et je vais y revenir. Alors, je dis aussi que par rapport à d'autres pays européens, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme la Suisse, comme le Danemark, comme d'autres pays où on nous a souvent dit la France n'est pas bonne. Bon, ok, on a encaissé, la France n'est pas bonne. C'est faux. Hein. On est en situation qui est nettement, je dirais, optimale par rapport à ces pays. Mais il ne faut pas faire cocorico, parce que si on reste là-dessus, on va de nouveau plonger. On va revenir là-dessus. Mais effectivement, pourquoi on ne peut pas empêcher
les virus avec les nouveaux variants. Si on prend les mesures de précaution, distanciation, après tout, ça devrait marcher, comme avec l'ancien. Alors, il est plus contagieux, mais s'il y a des barrières... C'est revenir à la question des nouveaux variants qui, en effet, bousculent la donne, à la fois de la situation épidémiologique actuelle et peut-être aussi des vaccins. Et c'est bien ça la grande question sur le fond. Alors, ces variants, on a plusieurs variants. On a le variant anglais, on a le variant sud-africain, on a le variant brésilien, on a même un variant suisse de l'Est, là plutôt suisse proche de l'Autriche. Et on peut s'interroger pourquoi des variants de ce type un an plus tard. C'est une vraie question. C'est une question qui est pas seulement philosophique, elle est fondamentale sur l'évolution de ce virus. Les coronavirus mutent, on le savait, ils sont sous surveillance active, c'est-à-dire on pourrait dire on est passé à côté des variants depuis un an. C'est faux. Il y a une surveillance mondiale qui est extrêmement active. On a vu des petites mutations, on est, je crois, à la 600e de ces petites mutations. Il va y en avoir des milliers. Mais là, on a des mutations clivantes. Pourquoi elles le sont? Parce que ces virus mutants ne sont pas a priori plus pathogènes, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas plus forcément de forme grave, si c'est ça la question, mais par contre, ils ont une transmission, une transmissibilité qui est nettement plus élevée. On l'a un Comment peu... le sait-on alors sur ce chiffre que maintenant tout le monde un peu connaît, ils font passer un R0 de 1 à 1,4, voire à 1,5 pour le virus sud-africain. Il serait plus virulent, mais pas nécessairement plus dangereux. Non, enfin en tout cas, c'est les données que nous avons. Alors, il faut séparer, on a beaucoup de données sur le variant anglais. On sait qu'il est apparu en Angleterre dès la mi-septembre. On sait qu'il est apparu avec probablement à partir d'un immunodéprimé, ce qui pose d'ailleurs la question des gens qui font un Covid et qui ensuite persistent avec un virus et donc qui entraînent des phénomènes de sélection. On sait qu'il est apparu doucement sur la région est de l'Angleterre, puis très rapidement, et on sait maintenant qu'il représente plus de 50%, ou voire 60% des variants qui circulent à Londres ou dans le reste de l'Angleterre. C'est la même chose en Irlande, c'est la même chose en Écosse. Et pourquoi les mesures barrières ne seraient pas efficaces sur ce nouveau virus? Les mesures barrières sont efficaces, et c'est ça la bonne nouvelle. Oui. Elles sont efficaces sur le virus anglais. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire donc, si on se protège comme pendant les fêtes de fin d'année, le plateau doit être maintenu ou pas? Sauf que quand vous avez un virus qui a un facteur de transmission qui est nettement plus élevé de 1 à 1,4, les mesures barrières, à un moment donné, on sait que les mesures barrières sont un élément fondamental, elles le restent, elles doivent persister, mais elles ne sont pas suffisantes quand vous avez un virus qui se transforme. Elles sont débordées. Et donc, ce virus est déjà rentré en France. Il est rentré depuis, on le sait, à peu près la mi-décembre. La dernière enquête qui a été effectuée il y a 10 jours, une enquête flash sur plus de 100 000 PCR, montre qu'on était à 1,4% des PCR positifs qui étaient liés à ce variant. On refait l'enquête la semaine prochaine. Je m'attends, moi, à avoir des chiffres de 4 à 5%. C'est-à-dire c'est parti. Il est parti. On peut le ralentir, mais il est parti. Alors, sur le sud-africain, c'est un tout petit peu différent parce qu'on a moins de liens quand même avec l'Afrique du Sud. Sauf dans les dom-toms. Mais on a les dom-toms, on a la Réunion, on a Mayotte. Vous avez vu un cluster qui est survenu à la suite d'une réunion religieuse, évangélique aussi, j'ai l'impression. Encore. Comme si c'était passé il y a un an. Et là, ça s'est passé au Mozambique. Un retour, quelques infections en France, des clusters qui pour l'instant sont contrôlés. Je pense qu'on peut encore essayer de limiter l'apparition du virus sud-africain. Ce qui est fondamental, parce qu'on sait beaucoup moins de choses sur le virus sud-africain. Il paraît être... sa transmission est encore plus grande que le virus anglais. Et surtout, on ne sait pas ce qui se passe, vaccin et virus sud-africain. D'accord. Et les Suisses, je vous demandais, monsieur. Alors, les Suisses, c'est un peu à la marge. C'était pour expliquer qu'on est à une période où on voit survenir de mutations. Et, enfin, ma prédiction, entre guillemets, c'est qu'on va en voir d'autres dans le courant de l'année 2021, dont certaines se traduiront par une transmission plus élevée. Donc il faut se donner les moyens de les détecter, il faut avoir des plateformes qui permettent de faire du séquençage. Et donc il faut s'attendre aussi c'est très compliqué avec quelque chose de difficile. Ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Jean-François Delfraissy, c'est une histoire sans fin.
Est-ce que parce qu'il y aura de nouveaux variants, de nouvelles difficultés, une nouvelle contagiosité accrue, est-ce que c'est vraiment une histoire sans fin? Comment vous voyez l'avenir? Et est-ce que la troisième vague en mars est inéluctable? Alors, c'est une histoire sans fin. On savait qu'avec ce virus, il nous faudrait du temps pour qu'il s'adapte à l'homme. Et il va finir un jour par s'adapter. Mais on est en effet dans cette période de 2021 complexe. Alors, on va avoir les vaccins. Pour l'instant, les données que nous avons montrent qu'avec les 2 premiers vaccins mRNA, le Pfizer et le Moderna, les personnes qui ont été vaccinées ont des anticorps qui permettent de neutraliser le virus anglais. Donc, si on fait simple, on peut penser que les 2 premiers vaccins, vont protéger contre le virus anglais. On va le savoir très vite, puisque, comme je vous l'ai dit, les Anglais ont plus de 50 à 60% de ce virus qui circule. Ils vaccinent énormément, donc on va voir ce qui se passe dans la vie en vrai. Alors, il y a un paradoxe, parce que c'est les pays qui vaccinent le plus, les Anglais, les Allemands plus que la France, et Israël, où il y a le plus d'explosion des épidémies. C'était avant. Ce n'est pas lié au vaccin. D'accord, heureusement. Sur le virus sud-africain, je suis beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que on le connaît depuis avant Noël, et pour l'instant, on n'a aucune donnée, y compris à la fois des laboratoires académiques sud-africains, et ils sont de très haut niveau, alors il ne faut pas se leurrer, moi je les connais bien, et ils sont de très haut niveau, et des laboratoires pharmaceutiques montrant que les vaccins actuels neutralisent complètement le virus sud-africain. On a même des données qui montrent que quand on utilise des anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés à visée thérapeutique, ce sont eux qui, par exemple, avaient traité le président Trump, eh bien ces anticorps monoclonaux neutralisent de façon beaucoup plus faible le variant sud-africain. Donc je pèse là vraiment mes mots, c'est-à-dire qu'on peut être rassurant sur le virus anglais et le fait que le vaccin va protéger. On ne sait pas encore ce qui se passe avec le virus sud-africain. À votre avis? Dans les 10 jours. Ah oui. Les laboratoires, parce que c'est important, les laboratoires disent qu'en quelques semaines, ils peuvent s'adapter aux vaccins. Et les nouveaux vaccins auraient un mécanisme d'action différent, non pas sur la protéine spike, mais sur le noyau. Alors, c'était votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une course sans fin ou pas? Non, cette course aura une fin. C'est plutôt quand est-ce qu'elle l'aura. C'est bien ce dialogue entre un virus qui mute, un système immunitaire humain qui n'est plus le même qu'il y a un an. Il y a quand même, par exemple, en France, en région parisienne, par exemple, 20% des gens qui ont déjà fait un Covid, donc qui ont des anticorps dirigés contre Covid, donc qui exercent une forme de pression de sélection vis-à-vis de ce virus. J'avais lu chez notre excellent confrère Libération, ma source d'information pour cela, c'est des 12% de Français qui disaient, ça m'a paru faible. Non, ils ont raison, c'est bien 12% en population générale en France, parce que vous avez des régions comme la Bretagne ou comme le Sud-Ouest qui ont été très peu touchées, et puis vous avez des régions qui sont plus touchées comme le Grand Est et comme la région parisienne. C'est pour ça que j'indiquais bien que le chiffre de 20%, il est en région parisienne. Et il n'est pas. Donc ici, on est protégé. Alors, non, il y a 20% de gens qui. Donc, alors, un virus qui mute, un système immunitaire d'une population qui a évolué par rapport il y a un an. Et enfin, on introduit là-dessus des vaccins qui eux-mêmes exercent une certaine forme de pression de sélection. Et donc, on met tout ça, et ensuite on s'interroge finalement, qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est les nouvelles mutations du virus, et on serait dans votre scénario, d'un scénario de jour sans fin, ou est-ce qu'au contraire, avec l'arrivée des nouveaux vaccins, la capacité à fabriquer des vaccins dédiés, etc., à un moment donné, la pression immunologique sera suffisamment forte pour bloquer, entre guillemets, ça veut dire quoi exactement sur le plan, disons, bactériologique, une pression de sélection. Le vaccin exerce une pression de sélection. Expliquez-nous. Le vaccin entraîne, et c'est par définition une réponse immunitaire de la personne qui le reçoit. Cette réponse, dans notre esprit, elle est évidemment protectrice. C'est pour ça qu'on fait des vaccins. Et je reste avec l'idée qu'un vaccin a une forme protectrice. Oui, on va y venir. Mais il induit également une pression, il induit également une réaction immunitaire qui fait que le virus en face dit « oui, j'ai tel ou tel type d'anticorps qui arrive,
mais si je mute, j'échappe à ces anticorps. Si vous avez une réaction immunologique très forte avec un vaccin puissant, avec une réaction, le vaccin domine. Si, en termes de population, l'immense majorité de la population est vaccinée, le vaccin domine. Si vous avez un vaccin qui a une efficacité qui est faible, si vous avez un petit nombre de gens qui sont vaccinés, les mutations du virus peuvent dépasser l'effet du vaccin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que la stratégie vaccinale, elle est remise en cause. Pas du tout. Fondamentalement, je crois au vaccin. On va y venir. Fondamentalement. On va y venir. Vous imaginez bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Troisième vague en mars, oui ou non? Écoutez, votre avis. Compte tenu du R 1,4 à peu près du variant anglais, alors nous, on est le conseil scientifique, hein, moi je ne suis que son porte-voix. On n'est pas là pour faire des prédictions, on n'est pas des devins. Hein, c'est pas du tout ça. Comment on travaille? On travaille avec des modélisateurs, en leur mettant dans leur programme, voilà, je t'introduis un virus à tel moment, il a un facteur de transmission qui est de l'ordre de 1,4, tu me modélises ce qui va se passer et alors, 2 mois et demi plus tard. Eh bien, c'est ce qu'on a écrit, c'est public, hein, dans notre dernier avis de la semaine dernière, où dans un des scénarios plausibles, mais ce n'est pas le seul, on peut se trouver mi-mars, voire fin mars, avec, par exemple, 30 à 40% de variants anglais en France, qui auraient un facteur de transmission avec 1,4. On aurait ensuite un nombre de vaccinés relativement encore limité, et donc on pourrait éventuellement, même je dirais probablement, avoir à ce moment-là une vraie troisième vague. C'est pour ça que dans votre avis, vous n'avez pas été écouté par les pouvoirs publics, vous préconisiez, votre préférence, c'était un confinement, maintenant. Alors, c'est ensuite se dire comment peut-on essayer d'éviter un scénario de ce type? Eh bien, il faut bien sûr les mesures barrières qui restent essentielles, vacciner un maximum de personnes, On va y venir. et en particulier, on va y revenir chez les personnes les plus fragiles, mais aussi limiter la circulation du virus. Parce que si vous limitez la circulation du virus, vous limitez non seulement le variant normal, mais aussi le variant anglais. Hein. Bon. Et donc, à un moment donné, qui n'était pas forcément la semaine dernière, il faudra aller vers des mesures qui vont être plus restrictives en fonction des chiffres que nous aurons. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience, mais le gouvernement aussi, hein, finalement, les résultats de la deuxième enquête. Est-ce que le variant anglais est en train de monter en France ou pas? S'il monte, il faudra aller... Les résultats de cette deuxième enquête, vous allez les avoir? On les aura d'ici une dizaine de jours. Et pourtant, vous souhaitez que les universités rouvrent au deuxième semestre? C'est deux choses différentes. On peut d'un côté... Enfin, ça fait poser la question suivante. Est-ce que cette crise est uniquement une crise sanitaire? La réponse est non. Cette crise, elle est sanitaire et on ne se sortira de là que quand on aura résolu en partie le sanitaire. Mais dans le même temps, il y a bien sûr des enjeux économiques et des enjeux sociétaux majeurs. On a chez les jeunes étudiants, on n'a jamais eu autant d'anxiété, de dépression. C'est du sanitaire aussi, c'est une forme de sanitaire. Leur risque de faire des formes graves, y compris avec le variant anglais, il est proche de zéro. Il n'est pas nul, mais il est faible. Donc, je veux dire, le risque pour eux, et c'est bien là l'enjeu, il est relativement faible. Par contre, ils peuvent transmettre. Et on a vu que, par exemple, la population étudiante était en partie responsable de l'augmentation très rapide qu'on a eue début septembre au moment de l'ouverture des universités, avec le péri-universitaire, les pots péri-universitaires. Si on se met dans des conditions où on laisse progressivement rentrer un peu en visuel les premières années pour pas qu'ils dépriment trop, et qu'on réduit très fortement le péri-universitaire, c'est quelque chose qui peut se faire. Comment on explique, M. Delfraissy, que l'Allemagne, enfin que certains pays dont on parle souvent de l'Allemagne, mais enfin de quelques autres, ont une situation qui est, et l'Angleterre évidemment, là vous en avez parlé, est une situation moins bonne que la nôtre. Alors qu'effectivement, il y a quelques semaines, ou quelques courts mois, c'était nous qui étions moins bons. Comment on explique ça? Alors, on a d'abord ce virus, il nous surprend en permanence. Les explications peuvent être les suivantes. Premièrement,
l'Allemagne en particulier, a été moins touchée par la première vague. Donc, l'immunité en population, qu'on estimait tout à l'heure, en gros, à 12-13% en population générale en France, à 20% en région parisienne, elle était plus faible en Allemagne au mois de décembre. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ont pris des mesures moins restrictives que nous. Parce que je sais bien que c'est difficile, les relations entre presse, gouvernement, conseil scientifique et surtout citoyens, et que voilà, on veut tout et son contraire. Mais globalement, un certain nombre de mesures quand même ont été prises, peut-être un peu tardives en septembre, mais elles ont été prises. On a eu le couvre-feu, on a eu un confinement léger pendant le mois de novembre jusqu'à début décembre, et on est ressorti de là de nouveau avec un couvre-feu. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, ils étaient complètement à un niveau différent. Le port du masque n'est pas obligatoire, les pubs étaient ouverts. Donc on est bien pareil, oui. Bon. Et donc on a été plus restrictif, je dirais, sur automne, début d'hiver, que nos amis anglais et que nos amis allemands, et c'est la raison pour laquelle on se trouve actuellement. On va reparler, mais ça, je crois que maintenant, il faut qu'on parle des vaccins. Les gens nous attendent là-dessus. Absolument. Et on vous réinterrogera sur la manière dont vous travaillez. Alors, sur les vaccins, vous soutenez l'avis de la Haute Autorité de Santé qui vise à vacciner les plus vulnérables. C'est logique. Bon. Mais ça prend du temps. Ce qui fait qu'il y a une émotion de la population, en se comparant aux autres pays européens en particulier, on n'avait pas assez de vaccinés. Donc, les soignants ont été autorisés à se vacciner. Donc là, ça a explosé. Et on a fait une sorte de politique du chiffre. Alors, ça augmente, mais on ne vaccine pas forcément les plus vulnérables dans les EHPAD parce que c'est plus difficile. Alors, par rapport à toutes ces injonctions contradictoires, ces difficultés, quelle est la bonne stratégie vaccinale ? Alors, d'abord, vous savez qu'il y a un groupe qui conseille le gouvernement pour le vaccin, qui est piloté par un de mes amis, qui est un scientifique de très haut niveau, qui est Alain Fischer. Et je fais bien attention à la fois de m'intéresser au vaccin, bien sûr, mais de m'intéresser au vaccin avec la vision santé publique. Qu'est-ce qui gagne ? Est-ce que c'est le virus ? Est-ce que c'est les variants ? Ou est-ce que c'est le vaccin ? Sur le fond, il faut bien comprendre que voilà, c'est pas une vision française de vacciner les plus anciens en priorité. Pourquoi ? Ces vaccins, les 2 premiers vaccins de type mRNA qui ont une efficacité qui est forte, dont on ne sait pas encore la durée, surtout protègent contre la survenue de formes graves. On ne sait toujours pas s'ils protègent contre la transmission. Donc, quand vous avez ce type de vaccin, eh bien vous vous adressez en population cible aux personnes qui font des formes graves. Mais ça prend plus de temps. Qui fait des formes graves ? C'est les sujets les plus âgés, les plus fragiles, et donc c'était totalement logique. Le vaccin, actuellement, il est là, à mes yeux, c'est clair, pour sauver des vies. Si on considère que la première vague a fait à peu près 30 000 décès, que la deuxième vague, de façon très différente, mais aboutit quand même pratiquement à 35 000 décès, l'objectif, je trouve, de la campagne vaccinale et de l'ensemble des mesures, je dirais, du premier trimestre 2021, serait de réduire ce nombre de décès et de réduire la pression sur le système. Mais vous voyez, là, puisque vous parlez de pression, il y a aussi la pression de la population. C'est vrai que c'est un peu dirimant. On regarde, on se compare par rapport à Israël, on se compare par rapport aux Allemands, etc. Et aux Anglais. Aux Anglais, on se dit... Des millions de vaccinés. Alors je vais vous faire... étant, je vais vous faire un pari. Je vais vous faire un pari. Moi, très honnêtement, mi-décembre, vous savez qu'on était dans une forme de scepticisme vis-à-vis des vaccins de la population française. Que ça jouait probablement dans la stratégie de mise en place en disant il faut prendre le temps d'expliquer, etc. Moi, j'avais fait le pari que les choses changeraient en janvier et qu'il y aurait une appétence pour le vaccin. Et je vous parie aussi aujourd'hui que l'appétence, elle va devenir encore de plus en plus forte. Oui, la trouille. Parce que les gens ont peur. Oui. Et ils ont raison. Et ils ont raison plus d'avoir peur. Mais on manque de vaccins. Le deuxième élément, la machine française, je dirais, au sens de la machine, de capacité à vacciner, le machin, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas bien, pourquoi les centres, etc. On a démarré très lentement. Vous savez comment on est, les Français ? On démarre lentement, mais quand on part, ensuite, on part très vite. Regardez et moi, je vois bien sur mon hôpital à Bicêtre. Sur les tests, on est parti sur mon hôpital à Bicêtre, on était, il y a 10 jours, il y avait un centre de vaccination. Maintenant, il y en a 7. On vaccine la nuit. Donc, moi, je fais le pari que
le modèle de vaccination tel qu'il s'est mis en place va sur-marcher dans les semaines qui viennent. Que l'élément qui va être bloquant, c'est la capacité des grands industriels à fournir suffisamment de vaccins. Et pourquoi les Allemands font, par exemple, pour prendre ces Allemands, on se compare toujours aux Allemands, pourquoi entre deux pays aussi proches, on n'a pas tout à fait la même approche? C'est bizarre, ça. On n'a pas tout à fait la même approche, mais elle n'est pas si loin que ça. Et puis fondamentalement, on est des pays proches, mais on est des pays différents. La France est un pays centralisé. Bon, avec avantages et inconvénients. Les Allemands sont un pays qui travaille avec les Länder, mais indépendamment d'une crise sanitaire. Donc on retombe bien sur les enjeux de ce type. Je constate néanmoins qu'il y a une polémique en Allemagne en ce moment également sur le fait que ça ne vaccine pas assez, que ça ne va pas suffisamment vite, qu'ils ont les mêmes points. Et que le point, je vous le dis, moi, c'est une évidence. Ce n'est pas le modèle de vaccination qui va être le frein. Il va très bien marcher, on le voit bien. Et les collectivités locales, les maires, les régions se sont emparées de ça. Regardez, il suffit de le voir et de les entendre. Les médecins vont s'en emparer. Ce qui va gêner, c'est nous n'aurons pas... Enfin, on est dépendant d'avoir les doses de vaccins fournies par les industriels. Qu'est-ce que vous avez pensé de la position d'Axel Kahn, que vous connaissez, j'imagine? Sur quel point? Bon, il a poussé beaucoup, il a remis en cause autopsie la d'un désastre. il a fait, Autopsie d'un désastre. Bon, Donc après tout, Axel Kahn est le président de la Ligue, et puis c'est un généticien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, mais Axel Kahn est un grand scientifique, et c'est quelqu'un que je connais bien. Moi, je suis là pour que les choses avancent. Je regarde devant moi. Le conseil scientifique est là pas pour se faire plaisir, pas pour faire des médias. Il est là pour essayer d'éclairer dans une crise extrêmement difficile, d'essayer au mieux d'éclairer les décisions gouvernementales. Après, il y a des choses qui nous échappent. Moi, je ne suis pas dans l'opérationnel, et je vous redis, si on revient sur les vaccins, on a 2 vaccins disponibles, les 2 vaccins mRNA qui sont en quantité relativement limitée, qui ont fait l'objet d'une commande européenne qui était quand même assez logique à faire. On est maintenant... Qu'est-ce qui peut nous sortir de cette relative limitation en quantité vaccinale? Eh bien, c'est d'une part, si on a le vaccin AstraZeneca et si on a les mêmes européennes, faut-il encore qu'il marche? Fin janvier. Faut-il encore qu'il soit reconnu? Ensuite, on va nous dire que c'est un vaccin qui a été trop vite accepté, qu'il a une forme de... qu'il a des résultats qui sont moins bons que les deux mRNA, ce qu'elle est la vérité. Il a des résultats qui couvrent moins, mais qui sont quand même intéressants. Puis ensuite, on aura le vaccin Janssen et Johnson et qui sont des vaccins qui vont être plus... Voilà, il faut que tout le monde comprenne et que les médecins auxquels on s'adresse aujourd'hui comprennent bien. Je les entends dire, mais pourquoi on ne nous a pas confié la vaccination? Les médecins libéraux. Les médecins libéraux. Mais on ne vous l'a pas confié parce qu'on ne pouvait pas vous la confier, parce qu'il y avait un système logistique... les pharmaciens ont compris, j'ai interrogé et les pharmaciens, c'était pas possible. Alors, mais par contre, une fois de plus, c'est partie remise. Si on a, d'ici 2 mois, d'excellents résultats avec l'AstraZeneca, et surtout, je dirais, éventuellement le Johnson & Johnson... Je n'ai pas d'action de Johnson & Johnson, mais parce que c'est un +4, c'est une seule dose, eh bien, à ce moment-là, on changera. Il faut voir que pour lutter contre ce virus, il faut en permanence remettre ses acquis sur la table et se dire, je fais la prochaine étape. Mais Jean-François Delfraissy, est-ce que vous ne craignez pas actuellement quand même, parce qu'il faut faire des choix, on l'a bien compris dans la vaccination, qu'on risque de tomber dans une politique du chiffre? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Beaucoup de soignants de la cinquantaine qui ne risquent pas grand-chose. Bon, évidemment, ils sont plus exposés que les autres. Et les personnes les plus vulnérables, c'est plus difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cette politique du chiffre? Ce qui s'est passé, moi je l'ai vu, c'est que la première semaine de janvier, quand c'est mis en place véritablement, la vaccination en France a démarré le 4 janvier, vous aviez, dans les centres de vaccination, il y avait des places libres. Bon. Ces places libres, comme c'est des vaccins que vous avez décongelés, il fallait les utiliser. Donc elles ont été offertes aussi à un certain nombre de soignants qui étaient sur place. Bon. La deuxième semaine a été un peu intermédiaire. Cette semaine, on a maintenant, vous avez vu l'engouement qu'il y a, et puis il y a eu l'élargissement aux personnes de plus de 75 ans et très vite aussi aux patients les plus fragiles. Vous avez des délais de rendez-vous qui sont à
3 semaines maintenant dans certains endroits, puis dans d'autres endroits qui sont plus courts. Donc, je pense qu'il y a eu un certain nombre de soignants qui ont été vaccinés. C'est bien, ils sont en première ligne. N'oubliez pas le prix qu'ont payé les soignants à Covid. Hein. Donc, ces vaccins n'ont pas été perdus, entre guillemets. Et maintenant, la priorité de la priorité, je ne peux pas être plus clair, c'est les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Pourquoi ? Pour réduire la mortalité que nous allons avoir, réduire l'arrivée dans les services de réanimation pour que mars 2021 ne ressemble pas trop à mars 2020. Alors justement, avec Pascal, on voulait parler des professionnels de santé parce que les services de réanimation restent quand même très occupés, à 50% en moyenne par des malades Covid. Vous êtes en relation avec les professionnels de santé. Quel est votre sentiment sur l'épuisement, sur la motivation ? Comment ça se passe dans les services hospitaliers qui sont soumis de nouveau une pression forte et surtout depuis très longtemps ? Je pense qu'ils sont tout le monde, hein. Vous, moi. On est à plus d'1 an. On a des perspectives qui ne sont pas bonnes. Je ne peux pas être plus clair pour les 3 mois qui viennent, qui sont bonnes à mes yeux, enfin qui s'optimiseront en population générale, pas avant l'été. Les gens ne sont pas enthousiastes, hein, c'est bien clair. Mais est-ce qu'il y a un risque de burn-out ? Et ils sont fatigués. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je dirais, il faut se fixer, pour être clair et pour rester sur une ligne claire, il faut se rester sur des objectifs. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de réduire la mortalité, la morbidité chez les personnes les plus fragiles et les plus anciennes, et donc de limiter la pression sur le système de soins. D'abord, en soi, pour éviter ensuite que le système de soins craque, et pour continuer à prendre en charge les autres pathologies, comme on l'a fait au mois de novembre. Jean-François Delfraissy, nous, on vous entend bien, parce qu'évidemment, ce sont nos sujets, mais vous voyez bien, vous êtes un médecin, et puis également, vous êtes depuis plusieurs années un très grand acteur de la réflexion sociétale, philosophique et sociétale, éthique en tout cas. Vous voyez bien que la question, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la société, les jeunes nous disent, nous ne faisons peut-être plus partie de cela, quoique, Philippe en particulier, mais cela étant dit, vous voyez bien la pression, c'est-à-dire qu'en fait, on sauve les plus âgés, mais les jeunes souffrent en réalité beaucoup, l'économie évidemment. Ça, c'est quand même un débat lourd. On a le sentiment que c'est un débat lourd. Ah, c'est un débat très lourd. Je pense que Odile Peixoto nous en reparlera. Non, c'est un débat extrêmement lourd. Moi, vous l'avez rappelé, hein, je préside, et je préside encore, même si je me suis mis un peu en retrait, mais le Comité national d'éthique, nous avons émis un certain nombre de points là-dessus. Et ce débat générationnel, il est fondamental. Les jeunes se disent, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Pour protéger finalement la population les plus âgées, qui de toute façon ont déjà vécu et finalement... oui, il y a un de nos confrères, imbécile probablement, qui a dit ça à la télévision. Et un certain nombre de jeunes devant ça. Il y a un certain nombre de jeunes aussi qui, je le vois, se rendent bien compte, on est quand même dans une culture à la française. On n'est pas au Suède en France. Hein. On est dans une culture où la notion de famille, elle tient encore. La notion de respect des anciens, la notion de voir les grands-parents au moment des fêtes, elle tient encore. Et j'ai vu avec plaisir, j'ai constaté finalement l'utilisation très large des tests avant Noël pour pouvoir, entre guillemets, voir les personnes les plus âgées en respectant leur santé. Ça me rassure. C'est-à-dire que moi, je trouve que les Français ont un bon sens remarquable. Oui, mais justement, Alors, je termine là-dessus, sur ce contraste. Et bien évidemment, il faut donc sortir, je dirais, de ce dilemme entre le tout sanitaire pour protéger les plus anciens et puis laisser l'économie qui... voilà, il faut sortir de ce débat-là. La réponse sanitaire doit être couplée et doit être le dialogue, et on le fait d'ailleurs, avec une vision économiste et sociétale. Alors attendez, parce que justement, dans votre avis, vous parlez d'autoconfinement des personnes les plus vulnérables et des personnes les plus âgées. Ça n'a pas du tout été appris par les pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous
vous dites que les Français sont formidables, mais est-ce que les personnes âgées vulnérables ne devraient pas s'autoconfiner davantage? Alors, on va d'abord, finalement, le mot autoconfinement n'était peut-être pas le mieux. Vous savez que c'est nous-mêmes qui écrivons nos. Oui, on va y venir tout à l'heure. Et que parfois, que le mot auto-isolement aurait été mieux. Mais enfin, bon, de toute façon, on voulait dire ça. Alors, c'est un sujet qui est très difficile. Je l'avais évoqué, souvenez-vous, au mois de mai l'an dernier. Oui. Et j'avais reçu une volée de bois vert. Ça a été mal perçu. Ça avait été extrêmement mal perçu, en disant Delfraissy veut confiner les plus âgés au moment de la sortie du confinement. Bon, c'était pas ça. On souhaitait, le conseil scientifique souhaitait dire attention, tant qu'on n'a pas vraiment de données, peut-être que la population la plus âgée, qui est la plus fragile, peut particulièrement faire attention. Eh bien, on risque de recevoir de nouveau une volée de bois vert. Je récidive. Je récidive. À la tribune des contrepoints de la santé, c'est bien. Et en effet, ça n'a été assez peu repris par la presse. Absolument. Et pas du Mais tout nous par sommes là. Et pas du tout par le politique. Pourquoi je récidive? Et je l'explique aux médecins qui, à mes yeux, doivent... Mais je sais qu'ils pensent la même chose, en plus. Je sais qu'ils pensent la même chose. C'est se dire, pour cette population la plus âgée, qui est le plus à risque, le scénario que je vous ai indiqué tout à l'heure, de nouveau d'être dépassé fin mars, d'être dans un modèle de réanimation très lourd, etc. Bon, qu'est-ce qui peut nous sortir de ça? Le vaccin. Il faut vacciner. On a vu qu'on avait un délai pour vacciner ces personnes. Ce que je leur dis, écoutez, avant que vous soyez vaccinés, vous avez votre rendez-vous de vaccination dans 3 semaines, vous aurez ensuite votre deuxième vaccination un peu plus tard, eh bien, vous vous auto-isolez. Particulièrement, vous évitez, parce que c'est à la fois pour vous-même, pour vous protéger à titre personnel, et c'est avec une vision collective, parce que ça permet peut-être d'avoir un modèle de restriction qui est moins important et de laisser une population jeune un peu plus vite. S'isoler, ça veut dire quoi? S'isoler, ça veut dire qu'on ne voit pas ses petits-enfants, ça veut dire qu'on reste chez soi, qu'on ne voit pas ses amis, qu'on ne fait pas de dîner, qu'on fait pas... C'est tout ça, c'est des choses... Voilà, qui sont faisables. D'accord. Oui. Alors, on va écouter Odile Peixoto, mais avant, autre sujet à baffe, si vous me permettez l'expression, le passeport vaccinal. Un mot, vous êtes pour, vous êtes contre? Non, mais je pense la question est très mal posée. Ouais. Elle est très très mal posée, elle devient en plus... Désolé Pascal. Non, mais Non, mais c'est pas vous qui la posez mal. Elle est très mal... C'est pas vous. Vous avez raison de poser la question. Mais elle est très mal posée dans ce que j'entends actuellement. Oui. Pourquoi? Parce que parler d'un passeport vaccinal, alors qu'on ne sait toujours pas si les vaccins jouent un rôle sur la transmission, on est à côté de nos pompes. Quand j'entends un certain nombre de collègues... J'étais assez convaincu. En fait, moi aussi, au départ, j'étais pour le passeport vaccinal. Mais par contre, et ça sont évolué, quand on saura est-ce que ce vaccin peut éventuellement jouer un rôle sur la transmission et à quel niveau il le fait, là, d'ici quelques mois, on peut se reposer la question. Odile Peixoto, BVA. Les Français, les Français et le Covid et la vaccination en particulier, différents sondages ont été réalisés. En quelques secondes, dans quelques minutes, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Ravi de participer à ces contrepoints. Donc là, l'idée, c'était de faire une compilation de plusieurs données parce que ce qui est, évidemment, il faut être très, très modeste. On a beaucoup de fluctuations d'opinion, comme l'a rappelé le professeur Delfraissy. Donc, on a compilé plusieurs sondages en Suisse ces données avec Santé publique France depuis maintenant des mois. Mais je vais vous parler de chiffres qui ont été publiés. Donc, sondage BVA et sondage Odoxa, très intéressant. On s'aperçoit aujourd'hui que les intentions de vaccination ont repris le niveau que finalement elles avaient au moment de l'annonce de l'arrivée du vaccin. Il y a eu un creux. Aujourd'hui, les intentions sont de 56%, du moins au 3 janvier, date du sondage. C'était tombé à 42% en décembre 2020 et c'était de l'ordre de 50% à l'annonce des vaccins en novembre dernier. Donc on voit bien qu'on a une fluctuation de ces opinions. Alors on peut se poser la question déjà on est sur un clivage, 56 favorables, 43 contre, et on voit que ces intentions fluctuent selon de nombreux critères. Alors je vais rappeler le critère de l'âge, puisque les intentions de vaccination sont assez faibles, de l'ordre de 45% chez les moins de 50 ans, et puis pour atteindre 77% chez les 65 ans et plus. On a également les hommes qui sont plus enclins à se faire vacciner.
Évidemment, les personnes habituées à se faire vacciner contre la grippe également. Mais au-delà de ces considérations sanitaires, il y a des clivages, on voit qu'il y a des sous-couches socioculturelles dans lesquelles on peut avoir des ferments d'explication en restant évidemment très modeste. Mais on voit que par exemple la proximité partisane est également, on voit que la République En Marche, 90% d'intention, les partisans, les proches du Parti Socialiste, 75%, les Républicains, 71%, versus les Verts qui sont à 56%, France Insoumise 50%, Rassemblement National 43%. On voit également que la catégorie sociale joue un rôle. On a les cadres à 69% d'intention et les ouvriers employés 45%. Donc on montre bien quand même que cette vaccination, elle cristallise une société qui est déjà clivée. Sur d'autres sujets, on peut trouver, mais là, il y a vraiment cette cristallisation sur ces clivages sous-jacents. Les raisons de ne pas vouloir se faire vacciner, ce sont des raisons de bon sens. Les deux premiers freins, très importants, c'est la peur des effets secondaires et puis le fait que, alors 73% pour les effets secondaires et 62% pour le fait que les gens pensent que ce vaccin est arrivé que les vaccins arrivent un peu trop vite, ont été conçus trop rapidement. Le troisième enjeu décroche complètement avec 38% des raisons exprimées, c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a peut-être trop d'enjeux financiers associés pour avoir confiance. Est-ce que vous voyez que ça évolue, Odile ? Alors là, c'est un sondage qui date du mois de novembre, donc il faudrait effectivement... alors ce qui est important pour faire la transition à ce que vous disiez, Philippe, c'est que on a posé des questions, c'est le sondage Odoxa, sur comment convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et là, on voit que le premier critère qui sort, c'est les gens ont besoin d'un délai plus important entre l'information donnée par le professionnel de santé sur le vaccin et la vaccination elle-même. Donc, un temps de réflexion, un temps de digestion, un temps d'appropriation. Et aussi, deuxième élément important, le deuxième facteur, c'est le fait que de nombreuses personnes en France, autour de soi, se fassent vacciner avant soi-même. Donc, quelque part, il y a cette notion de mise en confiance des personnes qui était également importante. Donc on y est là, avec alors. Plus de communication sur le vaccin de la part du gouvernement qui est attendu. Donc on voit finalement, si on résume, que l'homme est un animal social et un être de culture. Animal social, donc il faut utiliser effectivement le bouche à oreille, il faut que cette expérience de vaccination fasse son chemin. Et finalement, peut-être en parler beaucoup pour que chacun, dans son intime conviction, se forge sa propre décision dans les semaines, effectivement, qui viennent, qui vont être capitales. Merci, Odile. Alors, Odile, je vais faire évidemment de l'humour, hein, évidemment. Vous avez, ça me frappe, vous dites que l'homme est un élément social. Et la femme. Et la femme, parce que j'ai été très frappé. L'humain. Non, mais non, j'ai dit, pour pas avoir de plainte, j'ai dit que c'était de l'humour. Non, j'ai été en revanche très frappé par le fait, quand j'ai vu votre sondage, que les femmes voulaient moins se faire vacciner. Moi, je pensais au contraire que les femmes, enfin ce que nous avions appris dans nos études, c'est que les femmes étaient plus sensibles à la santé. Votre réaction, Jean-François Delfraissy? Alors, moi, je le comprends d'une autre façon. Oui. Quand vous regardez finalement, parmi les personnes âgées et fragiles, qui fait des formes graves, eh bien, les hommes font 1,8 fois plus de formes graves que les femmes. Rappelez-nous comment on l'explique, ça. Alors, on ne l'explique pas bien, à vrai dire. Il y a des facteurs confondants, il y a éventuellement peut-être... on n'a pas d'explication très forte sur le sujet. Évidemment, derrière ça, il y a la relation entre certains facteurs génétiques qui seraient associés au facteur X, mais ce n'est pas si clair que ça. Mais le fait est là, par contre, le fait est extrêmement clair. Et ça rejoint ma pensée, mais qui rejoint ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire que les Français, ils regardent finalement, ils comprennent. Hein, et donc que les hommes ont compris qu'ils étaient plus à risque et qu'à mon avis, du coup, ils se font plus vacciner. Alors, Jean-François Delfraissy, dans votre dernier avis, vous tirez les enseignements des deux premières vagues. Alors assez rapidement, parce que l'heure tourne, il y a deux éléments très forts. C'est les personnes vulnérables, qui sont très bien identifiées, et la rapidité de la décision. C'est ça que vous retenez, c'est les deux éléments très forts. Les personnes vulnérables, parce qu'ils font la mortalité, on l'a dit. Et ensuite, c'est la relation, finalement, entre
la vision scientifique, les données, les prévisions et la décision politique. Alors là, on rentre dans un sujet parfois un peu chaud, hein, mais qui est important. mais qui est important. Et bon, nous sommes là, le Conseil scientifique, pour avoir une vision essentiellement sanitaire, même si, je vous l'ai dit, on a beaucoup de liens avec les économistes, beaucoup de liens avec de la société civile au sens large du terme. Et je rappelle et c'est la même chose dans d'autres pays, que cette maladie, le Covid, touche beaucoup plus les populations les plus défavorisées. Comme toute grande crise, elle touche beaucoup plus les populations les pas plus que les personnes âgées. Non. Les défavorisés. Les défavorisés on l'oublie en général, trop souvent. et en particulier si vous regardez la mortalité, la morbidité dans 9.3, elle est plus importante que dans 92. L'OMS a alerté hier. Voilà. Sur ce sujet. Et donc c'est vrai aussi aux États-Unis, la mortalité elle est 2 fois plus grande dans la population black que dans la population blanche. Donc toutes ces crises ne font qu'accentuer les problèmes de santé et qui pouvaient exister avant. Alors, sur la relation, sur la décision politique, il y a 2 choses. Ce sont des décisions qui sont politiques, c'est les politiques qui les prennent, hein, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ils ont 2 facteurs pour prendre ces décisions. Quand est-ce qu'ils les prennent? Et c'est la rapidité de la décision, et puis le niveau de la décision, en termes de santé publique en tout cas, est-ce que les mesures de restriction sont un peu, beaucoup, ou au contraire très fortes? Alors, votre sentiment? Rapidité et pertinence. Mon sentiment, si vous voulez, j'ai eu un sentiment... je n'ai pas compris, en fait, je m'auto... Comment, alors que nous avions prévenu, moi le premier, mais le Conseil scientifique de façon large, dès la fin juillet et dès début septembre, que nous aurions une 2e vague importante, qu'on a eu, vous avez vu ce qui s'est passé, personne n'avait envie de nous entendre au mois de septembre, ni la presse, ni les citoyens, ni le politique. L'opinion publique n'était pas prête du tout. Elle n'était pas prête du tout. Comment, finalement, nous n'avons pas réussi à les convaincre et comment les décisions ont été prises uniquement à partir de début octobre, puis ensuite fin octobre. Donc là, question posée, à partir du moment où j'ai le scénario auquel malheureusement je crois assez de la 2e quinzaine de mars, il y a deux enjeux à faire pour essayer de communiquer avec le politique, leur faire prendre une décision rapide. Ils viennent de le faire, ils l'ont pris la semaine dernière. Les décisions du Premier ministre ont été prises dans les 2 jours qui ont suivi notre avis. Et puis ensuite, il y a le niveau de restriction. Il y a eu une première étape qui est l'élargissement, mais qui est déjà quelque chose de lourd, hein, l'élargissement du confinement généralisé à partir de 18h. Et puis, en fonction des couvre-feu, le couvre-feu, pardon, et d'aller vers éventuellement quelque chose de plus difficile en fonction de ce qu'on aura à la fois comme données épidémiologiques et de l'arrivée des variants. Dites-moi, Jean-François Delfraissy, avant de laisser la parole à Renaud Degas qui a des questions Twitter, comment travaillez-vous? Comment travaille le Conseil scientifique? Les médecins qui nous regardent, les professionnels de santé qui nous regardent sont toujours... de ce point de vue-là, nous pose souvent la question, mais comment vous travaillez? On sait que vous êtes un scientifique, pour autant vous n'êtes pas derrière la paillasse, j'imagine. Comment vous faites? Alors, on est 12, on est multidisciplinaire. Il y a un médecin généraliste avec nous. Il y a un représentant de la société civile qui est la présidente d'ADT Quart-Monde. On a 2 représentants des sciences humaines et sociales, qui sont aussi des sciences. Puis on a virologues, réanimateurs, cliniciens, épidémiologistes et modélisateurs. On s'est réunis au début tous les jours, voire 2 fois par jour. On avait eu la chance de se voir 2 fois avant qu'on rentre dans le confinement au mois de mars. Donc puis on se connaissait un peu. Le choix des membres du Conseil scientifique, il a été fait par le ministre de la Santé, par moi-même. Donc c'est vrai que j'ai un Conseil scientifique que je connaissais un peu avant et je connaissais leur qualité. Ils ne représentent rien, ils représentent qu'eux-mêmes. Et à mes yeux, leur qualité et leur qualité scientifique. Ils sont tête de pont de toute leur communauté, les épidémiologistes avec les épidémios, les cliniciens avec les cliniciens, les réanimateurs avec les réanimateurs. Donc ils utilisent leur propre réseau. Ils utilisent leur propre réseau. Moi, j'ai par ailleurs un assez bon réseau, à la fois au plan national, mais je dirais aussi au niveau international, parce qu'il faut que vous compreniez qu'on a beaucoup de relations, et en particulier, on ne l'a pas eu pendant le 1er mois de mars, on était aussi sidérés comme tout le monde. Mais après, très vite, on s'est mis avec nos homologues anglais, allemands, américains. Et là, par exemple,
eh bien, on est déjà à la 2e réunion avec les Sud-Africains, à la 6e réunion avec les Anglais. C'est-à-dire que ça va très vite. Est-ce qu'ils ont des conseils scientifiques comme vous? Alors, ils ont des Comment conseils vous faites? scientifiques, tous finalement. Le modèle d'un nouvel objet, finalement, n'est pas seulement un modèle à la française. Il s'est mis à peu près dans les grands pays européens. Il n'y avait comme outil déjà préexistant que le modèle anglais, où ils ont un Chief Medical Officer, avec je dirais plusieurs membres autour de lui, qui en soi, dans le concept même, dans l'organisation de la santé en UK, est à côté du Premier ministre, est différent du ministre de la Santé, et qui se situe comme tel. Qui écrit les avis du Conseil? Parce qu'on voit que c'est alors, c'est nous qui les écrivons. On travaille. Nous, c'est qui? C'est à la fois les membres du Conseil scientifique qui écrivent des bouts. Moi, je suis là pour, évidemment, rassembler, finir, relire, réécrire une partie aussi. Hein. On a deux étudiantes de Sciences Po qui nous accompagnent. Une première qui nous a accompagnés pendant 6 mois, là, on en a une seconde. Et on essaie d'avoir une indépendance aussi grande que possible vis-à-vis des autorités politiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'IGAS avec nous, nous n'avons pas d'inspecteur général de la santé, une jeune conseillère d'État avec nous, de façon à être totalement isolée. Et vous travaillez beaucoup avec la Haute Autorité de Santé ou pas? On travaille beaucoup avec le Haut Comité de Santé Publique, puisque Franck Chauvin, son président, est membre à part entière. On travaille. Il y a également une représentation de Santé publique France. Et la Haute Autorité de Santé, on a eu... Au début, on a peu travaillé avec elle, et maintenant, on travaille beaucoup. Ouais. Avant de passer la parole à Renaud Degas, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est concertation citoyenne. Alors, c'est un vaste sujet. La question est simple, en 10 secondes. Est-ce qu'on en fait assez? Vous aviez réclamé dans votre conseil d'avoir quelqu'un dès le début, dès le mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend le pouls de l'opinion? Le président a bien annoncé qu'il Alors, on avait réclamé dès la fin mars que se crée un comité citoyen de dialogue sur des sujets difficiles. Sur les vaccins, qui s'est créé. Et il n'a pas été créé. Je ne comprends toujours pas pourquoi le politique ne l'a pas créé. Oui. Et on a recidivé avec le changement de Premier ministre. J'avais pensé qu'il allait se créer au mois de septembre. Il ne s'est pas fait. Finalement, il se crée là maintenant. Il y a un comité citoyen autour du vaccin. Uniquement autour du vaccin. Et autour du vaccin. Bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Les comités citoyens, par ailleurs, se sont créés en région. Une série de grandes métropoles ont créé des comités citoyens. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Strasbourg. Et c'est bien, ça. Et je trouve ça très bien. Ouais. Sur des sujets dont on a vu que cette crise, elle n'était pas que sanitaire, que c'était une fracture sociale, il faut discuter avec la société. Vous allez voir, ça va changer. Et le vétérinaire, il arrive? Le vétérinaire est déjà avec nous à titre de membre associé. Son nom? Et c'est Thierry Lefrançois. Et il est du CIRAD, et il sera nommé officiellement avec l'arrivée aussi probablement de 2 ou 3 nouveaux membres qu'on attend. Quel type de nouveaux membres? Écoutez, j'attends leur... C'est pas que je ne vais pas vous dire. Quelle spécialité mais déjà? c'est plutôt en infectieux, d'une part, et en gériatrie, d'autre part. Et puis, par ailleurs, on a énormément de contacts. Voilà, le comité scientifique, c'est pas un truc figé. Comme je le répète, et je peux terminer là-dessus d'ailleurs, ce virus... J'avais dit au mois de mars, et on avait trouvé venant de ma part, que c'était, de la part d'un prof de médecine, que ce virus était une saloperie. Je récidive. Il est vraiment extrêmement difficile. Donc il faut que l'agilité de l'intelligence humaine puisse suivre. Et donc puisse suivre et à un moment donné le dépasser. Tout ça, on le construit avec 2 choses. De l'intelligence collective, et non pas s'appuyer sur un homme, mais de l'intelligence collective. D'accord. D'une part. Et deuxièmement, savoir changer d'avis. C'est-à-dire que quelque chose qui était pour donner des éléments de réponse en septembre 2020, eh bien, il faut savoir changer d'avis en mars 2021. On va voir si Renaud Degas est capable de vous faire quelques questions Twitter qui remontent rapidement. Renaud Degas, on a encore 10 minutes. Oui, merci. Petit rappel, abonnez-vous à la chaîne, ça aide à la diffusion et justement la qualité de ce débat montre qu'il faut absolument que ce temps que l'on prend sur des sujets importants soit relayé. Donc plus vous serez abonné, plus à la chaîne, plus ça sera diffusé. Petite parenthèse. 2 questions, mais qui sont dans le prolongement. Vous avez déjà répondu en partie à la première, c'est-à-dire la nécessité du débat. Vous avez répondu sur les citoyens.
Mais on voit bien qu'il y a, je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas une façon de débattre entre scientifiques depuis quelques mois qui est problématique pour le citoyen, puisque alors que les scientifiques sont habitués aux conférences de consensus, sous la lumière des médias, ça devient un peu n'importe quoi. Et or, on attend d'eux qu'ils éclairent l'opinion. Comment faire pour améliorer ce débat scientifique et pour aller au-delà de l'impression qu'il y ait qu'une pensée unique sur ces questions de fond qui sont compliquées et graves. Première question. Deuxième question, on se projette un petit peu après la crise. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que vous vous exprimez et que vous prenez vos avis sur un point de vue santé publique. Qu'est-ce que vous retirez déjà comme leçon en termes de maturité de la population française et des structures en matière de santé publique? Est-ce qu'il y a des actions demain à faire pour que ce type de pandémie, qui malheureusement on entend dire que c'est pas la dernière, la gestion se fasse socialement de façon plus harmonieuse, on va dire. En tout cas, avec un certain nombre de questions sur lesquelles on est capable de débattre. Alors, 2 questions, Jean-François. Débat scientifique public. Et nous clôturerons notre... C'est une des choses qui me navre. Hein. C'est ce qui s'est passé, surtout au printemps, disons-le. Les choses se sont un peu calmées et vont mieux maintenant. Vous pouvez nous donner des noms? Non, je ne donnerai pas de nom. D'abord, il faut savoir que la science est quelque chose qui est en mouvement, qu'on peut arriver à un consensus. Moi, je suis plutôt un homme de consensus, mais pas de consensus mou, de consensus dur, c'est-à-dire qu'un consensus qui se travaille, qui se construit, qui s'appuie sur des données scientifiques, hein, pas pour faire plaisir, entre guillemets. Et puis, on a vu, à partir du mois de mai, aussi, un certain nombre de scientifiques dériver, un certain nombre de chers collègues médicaux prendre la grosse tête et de prendre plaisir à passer sur un certain nombre de chaînes télé. On a vu un certain nombre de chaînes télé en continu ne pas jouer le rôle qu'elles devaient jouer, c'est-à-dire seulement être dans l'information, mais créer le débat pour créer le débat, hein, créer le buzz pour créer le buzz. Et j'ai d'ailleurs, et j'assume, et je sais que je suis attaqué là-dessus, mais j'assume, j'ai interpellé le CSA pour interpeller un certain nombre de choses qui m'apparaissent, il faut de la régulation. Bon. Après, on sort de tout ça avec quand même quelque chose qui est plus stabilisé, reconnaissez-le là maintenant, même si je vois bien que le débat sur le vaccin reprend, mais qui est quand même moins rude qu'il n'a été. Il sortira de là que le citoyen s'interroge probablement sur la confiance qu'il a, à la fois vis-à-vis de ses médecins et de ses scientifiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Et je l'avais déjà perçu dans les états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle français qui est fondamentalement créé sur la confiance entre le patient et le médecin. Et moi, c'est ma génération, on a tout fait pour que ça persiste. Je vous rappelle que le modèle anglo-saxon n'est plus du tout basé là-dessus, qu'il est basé beaucoup quand même sur à la fois l'expertise et l'argent, hein. Et que notre modèle français est un modèle précieux et qu'il faut savoir, et je compte vraiment sur vous tous, là, les médecins, de terrain, de dialogue avec vos patients, c'est fondamentalement là qui est le cœur de notre métier. La technique, bien sûr, hein, je suis un technicien, mais fondamentalement l'humain est quelque chose de totalement essentiel à mes yeux. Donc du respect de l'autre, du respect du débat. De créer la confiance. Oui. Pour résoudre une crise, on ne peut le résoudre qu'en créant la confiance. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les politiques aussi. D'ailleurs. Vous pensez qu'il y a encore des... On va peut-être terminer comme ça. Tu veux interroger sur le masque ? J'ai une petite question, oui, absolument. Oui. Non, est-ce que vous avez l'impression quand même, vous avez des remontées, que certains professionnels de santé au sens large ne seraient quand même rétifs à la vaccination, à des mesures... Enfin, serait en tout cas assez... Non, je pense que globalement, la majorité des médecins est pour la vaccination. Oui. Ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des soignants. Mais moi, je suis aussi... Oui. Je vous parlais de l'ensemble des soignants, moi. Non, il y a une partie des soignants qui n'est pas encore pour la vaccination, et on le sait. On voit bien vous savez, le niveau dont on est parti sur le taux de vaccination antigrippale, cela dit qui a augmenté déjà cette année sur les soignants. C'est de l'explication, c'est de la confiance. Hein. Il faut vraiment le construire. Vous aviez une deuxième question qui était autour de finalement des la santé publique, la santé publique. Oui, c'est un point fondamental. Alors, on pourrait y passer une heure. Il faut, je pense, au décours de cette crise,
repenser une partie de la santé publique en France. La repenser. Et la repenser, mais de façon très large, à la fois de s'interroger sur la part de la santé publique par rapport à la part de la médecine classique, hospitalière, de ville, très pointue de soins. Mais on s'aperçoit bien que, par exemple, pour isoler les personnes, suivre les personnes, etc., on manque de bataillons, de jeunes ambassadeurs s'appuyant sur la société civile, s'appuyant sur le milieu associatif pour aller expliquer aux gens pourquoi ils doivent s'isoler, comment ils doivent s'isoler. Même chose pour la stratégie de vaccination quand on va la porter en ville. On a besoin de nouveaux petits messagers et d'une construction de tout cela. On a besoin d'une formation de la santé publique qui ne soit pas d'ailleurs portée que par les médecins, qui soit portée par des non-médecins aussi. Et c'est fondamental. Il faudra le créer. Moi, j'étais pour la création, à moyen terme, de la création d'un secrétaire d'État interministériel portant la vision de santé publique et qui soit séparé du ministre de la Santé. On a fait un débat avec Franck Chauvin, qui fait partie de votre conseil scientifique, et on voit bien qu'en santé publique, il y a beaucoup à faire. C'est clair que c'est notre avenir. Et probablement un grand travail avec les enseignants, les facultés, les écoles d'infirmières. Et la formation, on a de nouveaux débats. Tu avais une question sur les masques, oui, on termine. Une petite question avant de conclure. Sur les masques, vous avez un FFP2, si je ne m'abuse. Maintenant, on dit qu'il faut mettre nous, on a un chirurgical. Est-ce qu'on est moins couvert? Bon, il y a un débat. Est-ce qu'il faut mettre un masque en tissu en plus? Surtout dans les transports en commun où il y a la proximité. Chez soi, on peut... Il faut dire, Jean-François Delfraissy, que le bleu va bien aux yeux de Philippe. Ah voilà, toujours ça. Et le blanc, pour vous? Non, moi, pourquoi je porte un FSP2? C'est parce que j'ai 72 ans, parce que j'ai une activité forte qui me fait que je ne suis pas isolé chez moi, et que je vois quand même un peu de monde, même si je fais très attention. J'ai été vacciné il y a 11 jours, mais donc ça fait maintenant... Depuis le mois d'octobre, je porte un FSP2. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'on peut porter un FSP2. Hein. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour la population sur vis-à-vis du variant anglais, puisque c'est ça la question posée, l'ensemble des données des épidémiologistes et des hygiénistes anglais montrent que les mesures classiques, je dirais de port de masque standard, et en particulier chirurgicaux, associées aux mesures de lavage des mains, hein, qui sont très importantes, puisque la transmission par les gouttelettes n'est pas le seul élément de transmission, et aux mesures de distanciation, eh bien, sont parfaitement performantes vis-à-vis du virus UK. La question qui se pose, c'est chez les soignants, est-ce qu'il faut être plus strict qu'on est? C'est une des questions qui est sur la table, et que les hygiénistes français, mais aussi suisses, anglais, avec l'OMS, devraient donner des réponses dans les jours qui viennent. Et alors, juste dans les transports en commun, quand même, parce que les mesures barrières ne sont pas forcément respectées, est-ce qu'il y a des mesures... On n'a pas eu le temps d'en parler. On a une très belle étude qui a été réalisée par un des membres du conseil scientifique, Arnaud Fontanet, dont vous avez bien sûr entendu parler fin décembre, qui pose la question simple: où et comment se contamine en France? Et il fait ça à partir des données des personnes qui sont volontaires, qui viennent d'être dépistées, qui s'inscrivent, et sur lesquelles il y a un interrogatoire très strict qui est fait. Et il montre deux choses. Il montre que où on s'infecte, c'est quand on enlève son masque pour boire et pour manger. Et ceci qu'on soit en interne, en intrafamilial ou en intra-amical, ou bien dans les bars et dans les restaurants. Bon, c'est terrible, hein. En disant ça, j'ai pleinement conscience, mais les faits sont là. C'est-à-dire, c'est plus de se dire on peut probablement se contaminer plus. Non, on se contamine quand on enlève son masque pour boire et manger. Bon, et puis, par contre, il montre bien aussi clairement que le risque dans les transports en commun, à partir du moment où on porte le masque standard, entre guillemets, ben il est faible. Alors voilà, on va terminer. Comment vous allez, vous, monsieur Delfraissy, cette charge de travail Écoutez, je commence à fatiguer un peu, hein. Mais je souhaitais d'ailleurs arrêter, à vrai dire, hein. Je souhaitais arrêter dès juillet, puis ensuite on a été repris par... Et là, je m'étais dit, avec l'arrivée des vaccins, après tout, les différentes instances tournent, faut-il encore un conseil scientifique? Et puis, avec l'arrivée des mutants, les questions que nous avons abordées, je pense que la question ne se pose plus tout à fait, donc je continue, et j'ai la pêche.
En tout cas, on a été extrêmement intéressés. Merci beaucoup. Je pense que nos internautes le seront également, intéressés par ce que vous nous avez dit et de vous recevoir. Merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, Quentin, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care. Et puisque vous savez que Philippe est un grand latiniste, il va nous traduire pour terminer Festina Lente. Oui, c'est du Virgile. Oui, allez-y. Monsieur Delfrécy, Festina Lente, c'est du latin. Hâte-toi lentement. Merci beaucoup. Hâte-toi lentement. Voilà. Merci beaucoup.